expatriés, bonjour, quelle joie de vous retrouver dans nos bureaux. Ça pourrait paraître anodin, mais là, après ces 3 mois de confinement, quelle joie d'être à nouveau avec vous à distance, mais quelque part davantage en présentiel. Pour parler d'un sujet qui va toucher votre quotidien le plus évident, qui est celui de l'école à distance, dans cette période de desserrement du confinement et de quel va être le bilan qu'on va tirer de cette école à distance. Est-ce que les enfants ont décroché? Est-ce qu'ils ont au contraire énormément apprécié cette période? Est-ce qu'ils ont fait les devoirs en promo collective et vous n'avez plus la moindre idée de leur niveau? Pour essayer de faire un bilan et de voir surtout comment mieux préparer la rentrée pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises à la rentrée et puis surtout au moment de la Toussaint. On a invité une experte absolue de l'enseignement à distance et de la scolarité de nos enfants expats. C'est Marie-Laure Lelourec. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Alix. Marie-Laure, vous êtes directrice des écoles d'enseignement à distance du groupe Globe Educate. Alors Globe Educate, je pense que ça ne dit pas forcément grand-chose à nos amis expatriés. En revanche, les marques du groupe sont connues de, je pense, tous les expatriés, que ce soit Atmer Academy, le cours Le Gendre, le cours Sainte-Anne, donc voilà, des vieilles maisons réputées, solides, avec beaucoup d'expérience et d'expertise. Il va bien nous falloir ça au moins pour discuter de cette situation un peu bizarre, parce que là, pour une fois, on ne peut pas se tourner vers nos grands-mères ni vers nos mères pour leur demander des conseils sur la scolarité de nos enfants. Personne n'a jamais vécu une crise pareille. Alors, première question, Marie-Laure. Après ces 2 mois de confinement, pas trop fatigué, parce que chez vous, c'était pas vraiment le chômage partiel. Non, je crois que le chômage partiel est un mot que nous n'avons absolument jamais dit pendant cette période. Au contraire, nous, on a eu besoin effectivement de répondre à, je dirais, 2 grands enjeux. Le premier enjeu, de continuer évidemment à assurer le suivi pédagogique de nos familles qui sont déjà inscrites, puisque l'école à la maison existait bien évidemment avant le Covid, comme vous le savez. Et donc nous avons déjà des familles qui sont avec des enfants qui sont inscrits chez nous depuis la rentrée, et qu'il a fallu continuer à servir au mieux, comme nous le faisons habituellement, avec des devoirs à corriger, des échanges téléphoniques, de l'accompagnement. Tout cela évidemment en organisant nos équipes en télétravail également, puisque nos équipes sont centralisées à Paris par ailleurs. Voilà, un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Et puis, bien évidemment, le deuxième gros enjeu, ça a été de répondre à de très, très nombreuses familles qui nous ont sollicités dans ce contexte bien particulier, avec des besoins qui étaient très divers et variés, mais qui sont tous, finalement, qui ont tous trait à la continuité pédagogique qui était plus ou moins mises en œuvre dans les écoles de leurs enfants et donc auxquelles ils souhaitaient pouvoir remédier quand ça n'était pas suffisamment assuré. Voilà. Alors, au vu de ces enfants qui sont arrivés chez vous, quel bilan sur ces premiers mois d'école à la maison? C'est globalement, dans ce que vous voyez, la cata? C'est globalement plutôt pas mal? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'évidemment, nous, on a des cas de figure très variés. J'ai envie de dire, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que je pense que chaque élève qui est inscrit chez nous est dans une situation unique et particulière. Chaque famille, j'ai envie de dire, choisit ce mode d'enseignement, qu'il soit en cours partiel ou en discipline séparée, pour un enjeu et un besoin qui est tout à fait particulier. Et donc à ce titre, j'ai envie de dire, on a différentes situations. Il y avait des familles qui de toute façon déjà pensaient à l'enseignement à distance avant même le Covid, et qui donc se sont dit, c'est l'occasion rêvée pour moi de tester, et qui se sont découverts, enfin qui se sont révélés, qui ont trouvé ça fantastique parce que enfin, notamment il y avait un rythme avec l'enfant et familial qui était beaucoup plus simple à gérer parce que pas besoin de se lever à une heure très précise tous les matins, les enfants qui n'ont pas de problématique de sommeil puisqu'ils peuvent, voilà, une organisation totalement à leur rythme qui a été évidemment renforcée par le fait que les parents étaient à la maison, les enfants étaient à la maison. Et donc, j'ai envie de dire, des familles qui se posaient déjà la question de cela ont été à la fois confortées dans leur choix, ont pu l'expérimenter, et surtout avaient, enfin, entre guillemets, moins de pression sociale à prendre ce genre de décision, puisque, évidemment, c'est devenu une modalité d'enseignement, l'enseignement à distance, pour tous les Français. C'était pas pourquoi tu déscolarises ton fils. Absolument, ça n'avait absolument rien à voir. Donc, il y a eu des cas de figure également de familles qui se sont rendues compte, à l'occasion de cette période très particulière,
alors qui s'attendaient, qui au moment où on leur a annoncé que l'enseignement allait se faire à distance pour les écoles dans lesquelles leurs enfants étaient scolarisés, pour certaines étaient très peu inquiètes parce qu'elles pensaient que leurs enfants étaient autonomes, totalement responsables, qu'ils allaient avancer, j'ai envie de dire, de façon très, très facile, et qui malheureusement parfois ont découvert que ce n'était pas tout à fait le cas. Donc au bout d'un mois, en fait, d'autant plus avec la multiplication, tout le monde on a tous vécu en tant que parents le fait que il y avait certains contenus sur École Direct, sur Scol Info, et puis sur Teams il y avait encore autre chose, et puis encore autre chose sur une autre plateforme. Donc pour les parents, être en capacité de suivre effectivement ce qui se passait et ce qui devait être suivi, c'était vraiment un cauchemar parfois. Et donc il y a des familles qui ont donc découvert que leurs enfants finalement avaient besoin d'un petit peu plus de structuration et d'accompagnement que ce qu'elles ne pensaient. Et puis, à l'inverse, il y a des familles qui pensaient que leur enfant allait être noyé, qu'il n'allait pas pouvoir s'organiser, et qui ont découvert des enfants qui se révélaient, eux aussi, dans cette capacité, finalement, et dans ce plaisir à pouvoir travailler à leur rythme. C'est-à-dire, je peux creuser, si je le veux, un sujet parce que ça m'intéresse, ou je peux, au contraire, aller beaucoup plus vite et je ne perds pas le temps que je perds parfois à l'école à attendre que ce soit bien expliqué aux autres et que voilà. Donc il y a eu des remarques et des choses comme ça qui se sont révélées. Donc ça a été, moi je dis que cette période, ça a été évidemment une crise et malheureusement avec toutes les conséquences que l'on connaît, mais ça a été aussi une formidable opportunité pour les parents, les enfants, les enseignants qui ont joué un rôle quand même prépondérant dans cette partie-là, dans cette particularité-là, de vivre autre chose, d'expérimenter autre chose. Et donc, si les enfants n'ont pas forcément suivi le programme qu'on attendait, ils n'ont pas appris ce qui n'était pas forcément toujours ce qui était prévu, ils ont appris des milliers de choses. Par ailleurs, ils ont appris de l'autonomie pour certains sujets, ils ont appris j'ai envie de dire, à utiliser des plateformes. Enfin voilà, on sait tous en tant que parents que ça a été complètement transformateur comme expérience. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le bilan, comme sur d'autres aspects de cette crise, il serait de se dire, gardons les bonnes trouvailles, gardons les expériences positives que l'on a pu remarquer pendant cette période-là et gardons-le pour la suite. C'est-à-dire, si j'ai compris que mon enfant fonctionnait mieux comme ça, je vais peut-être plus l'accompagner davantage comme ça. Si mon enfant est plus à l'aise avec un fonctionnement à distance, pourquoi pas, si je me rends compte que ça lui a vraiment changé la vie, il y a certaines familles qui ont pris cette décision-là, pourquoi ne pas continuer? Et ou, si j'ai découvert quelque chose qui l'intéresse, mais que je veux évidemment qu'il retourne à l'école, ce qui est bien normal, j'aimerais bien que ce petite chose qui m'intéresse dans l'enseignement à distance, je puisse continuer à le faire en parallèle de l'école. Et ça, je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que, voilà, ça a été une crise et une opportunité. Gardons dans l'opportunité tout ce qui nous a semblé positif. Parce que là, vous nous brossez un tableau pour les enfants qui ont été en école confinée. J'ai envie de parler plus d'école confinée que d'école à distance, parce que l'école à distance, c'est pas forcément ce qu'on a vu. On a demandé aux parents expatriés comment ça se passait pour eux. On a vu des choses extrêmement variées entre ceux qui disent mon enfant a travaillé à 120% et celui qui dit on ne sait pas trop où sont les profs. Mais dans tous les cas, la plupart des choses qu'ont vécues les enfants à la maison, c'est pas tout à fait l'école à distance telle qu'elle est vécue aujourd'hui par les acteurs spécialisés sur le sujet. Alors, vous avez tout à fait raison de le pointer. C'est vrai que, en fait, l'enseignement à distance, c'est une technique pédagogique tout à fait particulière. Et donc, évidemment, là, quand on a parlé d'école à la maison dans les derniers mois, très souvent, ça a été assez différent de ce que nous, on propose dans nos écoles. Pourquoi? Parce que, évidemment, personne n'était préparé à cette situation. Ni les familles, encore moins les enseignants. Personne ne s'était dit, dans une semaine, je vais devoir enseigner de la maison à une classe de 30 élèves en mathématiques, ou à une petite classe en maternelle, ou à des lycéens pour les préparer à des épreuves qui certes n'ont pas eu lieu, mais en tout cas, voilà. Et donc, de ce point de vue, ce qu'on a donné, enfin ce que les parents ont reçu, et ce que les élèves ont reçu n'était pas structuré pour un enseignement à la maison. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos écoles, et que ce soit pour du cours complet d'ailleurs ou pour des matières à la carte, etc., c'est construit pour que
soit le parent soit en capacité de transmettre à l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des feuilles de route très précises et qui disent, voilà, en mathématiques, voilà ce que vous allez pouvoir faire, comment vous avancez semaine après semaine, soit pour le secondaire, c'est construit pour que l'élève puisse travailler en autonomie et avec suffisamment d'exemples. Et les rédacteurs des programmes se mettent toujours à la place de l'élève en se disant, il faut donner suffisamment de matière, suffisamment d'explications, alors que là, dans beaucoup de cas, il a fallu finalement que le parent se substitue à l'enseignant, ce qui n'était pas forcément simple pour certains, et on peut bien le comprendre, pour plein de raisons, soit pour des raisons d'organisation. On a été de nombreux parents à télétravailler, et télétravailler parfois plus qu'en temps normal, j'ai envie de dire, ou alors parce qu'ils sont totalement, voilà, c'est pas une matière sur laquelle ils peuvent accompagner leurs enfants. Moi, je suis désolée, il y a plein de parents en mathématiques à partir de la 6e, la 5e ou de la 4e qui ne sont pas en capacité, ou en tout cas qui ne se sentent pas d'expliquer à leur enfant la notion qui doit être abordée. Donc c'est vrai qu'il y a eu cette problématique-là aussi qui a été importante à adresser, quoi. Alors, comme ça, c'était important pour moi de bien faire cette distinction entre l'école structurellement digitale, conçue, qui n'est pas forcément le cauchemar qu'on a pu avoir, comme vous disiez, en téléchargeant tous les matins les différentes fiches sur École Directe. Avant qu'on rentre dans toutes les questions qu'ont envoyées nos amis expats et qu'on regarde les différents cas d'enfants qu'elles ont pu nous soumettre, pour bien comprendre les réponses que vous allez nous faire, est-ce que vous me rediriez en 2 minutes les spécificités des différentes écoles que vous représentez? Donc, Atmer Academy, Cours Legendre et Cours Sainte-Anne, c'est pas tout à fait la même chose. Non, tout à fait. Alors, pour une raison déjà simple, c'est qu'elles ont été fondées chacune dans des contextes différents. Alors, il se trouve qu'Atmer Academy, c'est une école dont l'ADN de création, c'est une demande d'expatriés, puisque, en fait, Atmer, je fais un tout petit aparté sur l'histoire d'Atmer, mais l'école présentielle qui existe à Paris existe depuis 1885, et dans les années 20, Rose Atmer a été sollicitée par des familles qui se destinaient à partir dans les colonies pour trouver un moyen pour ces familles-là, de continuer à bénéficier de la qualité des cours de Rose Atmer. Et donc, elle a créé le premier cours d'enseignement à distance qui s'appelle Atmer Academy et qui existe donc depuis 1924. Et donc, ce cours est une transposition à distance de ce qui est enseigné dans notre école présentielle, en particulier sur les classes de fondation, que sont la maternelle et le primaire, avec toujours effectivement une exigence très forte sur le niveau de langue française, à l'écrit et à l'oral. Et donc, on propose des cours d'enseignement à distance de la petite section de maternelle à la terminale, avec je dirais, des ouvertures, notamment un programme d'anglais bilingue sur le collège, un double diplôme avec un partenaire qui s'appelle Academy Cap, qui permet d'avoir un double diplôme pour un baccalauréat français et le high school diploma sur le lycée. Donc c'est l'école, j'ai envie de dire, qui a l'ouverture la plus internationale. On a également Cours Sainte-Anne, donc Cours Sainte-Anne qui a été créé aussi à la demande de familles qui quittaient une école qui avait été fondée par la fondatrice Florence Bouvet et une autre enseignante qui s'appelle Brigitte Maurice, et des familles disaient, mais comment est-ce qu'on peut continuer à bénéficier de la qualité de ce que vous transmettez à vos enfants? Et donc elle a créé un cours d'enseignement à distance à la fin des années 90, donc il y a une vingtaine d'années. Et puis, Cours Legendre à distance, qui est en fait l'école la plus proche, j'ai envie de dire, des contenus de l'éducation nationale, sur le plan des contenus, puisque Cours Sainte-Anne et Atmer Academy vont un peu plus loin dans l'exigence. Et Cours Legendre à distance, on propose à partir de la rentrée, on propose la maternelle, mais on propose de toute façon aussi des programmes de cours complets, de la petite section de maternelle à la terminale, également plus proche des programmes de l'éducation nationale, mais en s'assurant qu'ils sont acquis année après année. Donc si je résume, pour être sûr que j'ai bien compris, Atmer à distance, c'est l'exigence du cours Atmer avec une forte ouverture internationale. Oui. Sainte-Anne, j'aurais envie de résumer c'est l'exigence avec un programme poussé au maximum. Et les classes de fondation, qui sont très importantes. Et beaucoup de fondamentaux. Et Legendre, c'est plus le programme de l'éducation nationale, mais adapté en digital. Oui, et comment dire, et de façon, et on s'assure effectivement que les fondamentaux sont là, de toute façon, effectivement. Super. Alors, maintenant, pour s'y retrouver, surtout pour revenir à notre problématique de départ, quel bilan à la fin de ce confinement et comment on fait pour être sûr qu'à la rentrée, mais j'ai envie de dire en tant que maman surtout, à la Toussaint, on n'ait pas trop de mauvaises surprises. Eh bien, je vous propose de laisser la parole aux expats et de prendre des cas qu'ils nous ont envoyés. Alors, déjà Noémie.
Noémie, sa maman nous dit, elle marche bien, tout va bien. Donc on pourrait dire, écoutez, profitez-en, vous avez beaucoup de chance. Sauf que non, parce que sa fille s'ennuie. Elle a fait les cours en 1 heure et demie le matin. Et sa maman dit, comment vérifier que les bases sont en place et surtout, comment faire pour la nourrir un peu plus? Alors, je vais répondre évidemment à cette question, mais je voudrais commencer par dire quelque chose qui est important. C'est que chaque situation est importante, donc vraiment j'invite les expats qui nous entendent aujourd'hui à ne pas hésiter à appeler les équipes, parce que je ne pourrais faire que des réponses très partielles et très incomplètes forcément aux questions que vous allez me poser, puisque il y a énormément de questions qu'on va poser. On a des entretiens pédagogiques avec chacune des familles quand on est appelé et qu'on soumet un enjeu fort pour un enfant. Et donc, il y a une foule de questions qu'on va devoir se poser. Pour le cas dont vous venez de me parler, c'est vrai qu'il y a des élèves, des enfants, qui ont été frustrés pendant cette période et qui ont, j'ai envie de dire, soif d'apprendre et qui se sont retrouvés dans un petit peu une difficulté de se dire, mais moi j'ai envie d'avancer, mais qu'est-ce qu'on me donne à faire? Donc là, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, je veux m'assurer que les fondamentaux soient là et je leur propose et je fais, par exemple, un programme de cours de révision cet été pour m'assurer que les fondamentaux sont là pour l'entrée en classe supérieure. Ça existe, Chatmer Academy ça existe chez d'autres bien entendu, évidemment, mais on la nourrit là-dessus. Soit on élargit, c'est-à-dire que si on considère que cette jeune fille a effectivement eu une année tout à fait brillante, que tout va bien, eh bien on peut élargir et l'ouvrir à d'autres possibilités. Pourquoi pas commencer le chinois, ça existe. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, il y a des cours de coding qui vont certainement être donnés à distance aussi pendant l'été. Il y a différentes façons de voir les choses, mais pour quelqu'un qui s'ennuie, il y a vraiment beaucoup de possibilités aujourd'hui, d'autant plus que ça s'est vraiment démocratisé maintenant. Et nous, en l'occurrence, sur la partie très scolaire, on a des cours de révision, on corrige tout l'été, hein, donc ça part, on commence par l'entrée en 12e, ce qu'on appelle l'entrée en 12e chez Chatmer Academy, c'est-à-dire l'entrée en CP, et ça va jusqu'à la fin du collège. Donc ça, c'est tout à fait possible de mettre ça en œuvre pour cette petite il faut surtout pas que cette petite s'ennuie. En revanche, ce que je voudrais aussi dire, c'est que cette période-là, elle a été très riche et elle a été aussi une période de stress et d'incompréhension pour certains enfants. L'idée, c'est surtout pas de passer un été à essayer de vouloir rattraper absolument des choses qui n'auraient pas été acquises pendant cette année. Il n'y a pas juste 3 mois, hein, on n'a pas juste l'été pour se dire il faut qu'on soit totalement prêt pour la rentrée. Il y a beaucoup de programmes ou de dispositifs qui peuvent être mis en place tout de suite ou plus tard, selon l'enfant. Là, en l'occurrence, le cas de cette petite que vous venez de me citer, c'est une petite qui a l'air d'avoir soif d'apprendre. Donc, je pense qu'elle ne sera pas contre travailler un peu cet été. Mais il y a vraiment des élèves pour lesquels il faut faire attention parce que l'idée, ce ne serait pas d'ajouter à cette période qui a été quand même parfois pour certains un peu compliquée à vivre, une petite punition qui serait de devoir en plus travailler cet été et de ne pas profiter des vacances comme on aurait envie de profiter des vacances. Voilà. Et ça sera peut-être une réponse pour la maman de Louis, c'est vous qui allez me dire. Mais Louis, sa maman nous dit qu'ils vont revenir en France cet été. Ils ont inscrit Louis dans une école qui est visiblement très exigeante. Elle est inquiète à la fois de ce qu'il aura appris dans le lycée local dans lequel il était et de ce qui s'est passé pendant le confinement. Là, qu'est-ce que vous lui proposez, la maman de Louis? Plus une évaluation, plus laisser-le souffler, ça sera bien suffisant après? Alors, une évaluation, certes. Une évaluation, certes, qui permettra donc un entretien pédagogique avec une des personnes de nos équipes. Donc nous, on a des équipes pédagogiques, hein, bien évidemment, qui sont là pour accompagner les familles. Donc oui, l'idée, c'est surtout d'être en capacité de se dire de quoi cet enfant a besoin. Cet enfant a peut-être besoin, effectivement, en fonction des exigences de l'école qu'il s'apprête à intégrer, de revoir des bases de français, ou au contraire d'acquérir, j'ai envie de dire, des mécanismes en mathématiques, avec un certain nombre on a les moyens, avec un certain nombre de questions très précises, et ou avec des devoirs un peu tests, en fait, qu'on fait faire aux élèves, de dire, ok, il en est là, on connaît quand même pas mal d'écoles un peu exigeantes dans nos écoles également, donc on sait à peu près quels sont les attendus. Et donc là, il s'agit ensuite de dire, ok, très bien, on peut faire ça, pendant quelques semaines, ou on peut faire ça pendant quelques mois. Et j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'un enfant intègre en septembre une école exigeante qu'il ne peut pas se préparer
de maintenant jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est-à-dire que ça peut tout à fait se faire en transition. Et l'idée, c'est pas forcément de se dire en septembre, il faut absolument qu'il soit prêt. L'idée, c'est de se dire, OK, on va commencer à le remettre à niveau maintenant, si c'est possible, si c'est gérable pour la famille, si c'est si c'est souhaitable pour l'enfant. Et puis sinon, on démarre en septembre un accompagnement en parallèle. Nous, on a ce qu'on appelle des programmes courts, des disciplines séparées qui permettent en complément d'une scolarité. On a beaucoup, de toute façon, les expats, très principalement chez nous, sont des familles, les familles d'expats sont des familles qui choisissent nos programmes de français pour justement compléter soit une scolarité en école locale, ou alors parfois aussi pour, j'ai envie de dire, booster un petit peu en pré-rentrée des élèves qui vont reprendre une scolarité en France. Donc ça existe et c'est faisable totalement au rythme de la famille et de l'enfant. Parce que je vais vous demander qu'on fasse presque en ping-pong les derniers cas pour avoir le temps de les traiter tous. Mais là, il y a la maman de Jade qui doit, elle, être un peu agacée presque en entendant parler de ses 2 premiers enfants qui ont des problèmes très légers. Elle, sa fille, bloque complètement en maths. Est-ce que l'aide à distance pour un enfant qui est vraiment bloqué, ça peut être suffisant? Alors, il s'agit de déterminer quels sont les blocages. Si c'est un blocage lié à des lacunes qui se sont accumulées, j'ai envie de dire, sur les années, enfin sur plusieurs années, là, effectivement, il y a une remise à niveau à organiser parce que, on sait tous qu'en mathématiques, quand on a raté une étape, eh bien, ça peut tout à fait caractériser, ça peut tout à fait engendrer, j'ai envie de dire, des difficultés pour la suite. Donc, il s'agit de bien identifier là où la question se pose, là où le blocage se pose, et parfois avec un programme structuré et explicite, et surtout avec... Moi, je pense que c'est très important dans ces cas-là, c'est de proposer un nombre d'exercices suffisamment important pour se dire, OK, c'est compris. C'est-à-dire que j'en ai fait 3, il y a des élèves qui, au bout de 2 exercices, ont compris la notion, allez, on avance, tout va bien. C'est ce que permet aussi en tout cas un programme à distance, c'est aussi de se dire, OK, j'ai compris, j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'avance. Et puis, il y a d'autres enfants qui ont besoin de 10 exercices pour comprendre la notion, mais une fois qu'elle est là, elle est là. Donc, dans le cas de Jade, en l'occurrence... si effectivement elle a une notion qui s'est perdue en chemin, enfin quelque chose qui a été raté, on va elle va pouvoir avec un programme un peu complet, par exemple de remise à niveau, d'entrée en 6e par exemple en mathématiques, elle va pouvoir faire des exercices et comprendre là où le bas blesse, parce qu'en progressant sur ces notions de fondamentaux qui sont essentielles, eh bien on verra là où le bas blesse. Alors après, c'est vrai qu'à distance, sur les mathématiques, on sait très bien que c'est un bon professeur de mathématiques fait des miracles, peut faire des miracles avec des enfants. Donc nous, à distance, si le parent est en capacité d'accompagner pour le primaire, c'est vrai que c'est bien. Sur le secondaire, ça peut nécessiter l'accompagnement d'un enseignant également. Donc ça, c'est vraiment aux familles, au cas par cas, de sentir ce qui est nécessaire pour l'enfant aussi. Super. Une question qu'on a eu beaucoup aussi, alors pour les parents expats, la grosse question, ça a été celle des langues, que ce soit le français en consolidation, mais ça, à la rigueur, l'école à la maison était plutôt favorable, puisqu'ils pouvaient davantage transmettre que d'habitude. En revanche, soit dans la langue locale, soit en anglais, beaucoup ont eu beaucoup de pertes, de retard, et pensaient le rattraper avec un summer camp. Mais ça, on dirait que ça va être difficile. Est-ce que vous avez des solutions pour remplacer ces fameux summer camps ou toute autre solution de langue pour les enfants cet été? Oui, alors moi ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment la pratique orale de la langue qui avait été difficile à mettre en œuvre évidemment pendant cette période de confinement. Or, on sait très bien que c'est la régularité aussi sur de pratique de la langue qui fait qu'on progresse ou en tout cas qu'on ne régresse pas. Donc il se trouve que nous on a mis en place pour cet été un programme de Summer Camp Online, puisqu'on a la chance d'avoir une plateforme de cours de visioconférence en langue étrangère qui existe, qui s'appelle Learnissimo et qui fait partie de Globe Educate. Donc on a monté un Summer Camp en ligne sur laquelle il y a une dizaine de langues qui seront proposées. Donc évidemment, je ne vous fais pas la liste, mais enfin, vous imaginez bien les langues qui sont proposées, donc avec des enseignants qui peuvent accompagner les élèves. Donc le principe du Summer Camp, c'est 20 séances de 30 minutes on choisit son professeur déjà, c'est l'élève qui choisit son professeur sur le biais d'une vidéo qui est sur le site, et je choisis en fonction de mon organisation, du lieu où je suis, c'est-à-dire que je peux évidemment être un peu partout dans le monde, les horaires qui me conviennent, et donc c'est comme sur Doctolib, entre guillemets, c'est-à-dire je choisis
choisi l'espace, enfin en tout cas le moment où je veux prendre mon cours, et c'est 20 séances. Donc en 20 séances d'une demi-heure en face à face, parce que c'est du one-to-one, hein, c'est pas du cours collectif, en one-to-one avec un natif, je pense qu'on peut progresser. Voilà. Super, donc ça, voilà. Une solution pour notamment la maman de Capucine qui était très inquiète pour l'anglais de sa fille, ce que je comprends. Et une dernière question, c'est les parents de Casimir. Il y a un petit Casimir qui visiblement est plutôt un agité, qui passe son temps lui à sauter sur place. Ses parents disent mais l'école a été géniale, l'école à distance, à son rythme, a été géniale pour lui. Et là, enfin, je sens une famille qui se pose un peu la question de se dire ça a été tellement bien qu'on hésite à poursuivre cette solution à distance de façon plus pérenne. Mais visiblement, ce n'est pas du tout dans la culture de cette famille. Est-ce que vous avez des conseils ou des idées à leur partager? Alors, c'est vrai que c'est une vraie question. Le pas à franchir pour prendre ce type de décision, il est évidemment fonction de l'enfant. Hein, c'est l'enfant qui avant tout et de j'ai envie de dire de ce qu'on constate de son bonheur à être dans ce type de situation. Si c'est un enfant qui effectivement s'est révélé pendant cette période parce qu'il travaille pas moins, au contraire il travaille mieux parce qu'il est mieux organisé, parce qu'il est focus sur ce qu'il fait pendant ce qu'il fait, mais qu'il a du temps pour faire autre chose, j'ai envie de dire, on peut très bien le faire pour... Nous, on a des familles qui le font pour un trimestre, qui testent. N'hésitez pas à regarder les témoignages qu'on a sur nos sites parce qu'ils sont assez révélateurs de ces exemples de familles qui se sont posé des questions. C'est les questions que se pose apparemment peut-être la famille de Casimir et qui, une fois qu'elles se sont lancées, se sont dit ok, j'ai bien fait, je vois mes enfants s'épanouir, je vois mes enfants plus sereins. Et puis ça peut n'être que pour un trimestre, une année. Ça peut tout à fait être, on n'est pas obligé de s'engager en se disant, voilà, les 10 prochaines années de ma vie, ou de la vie de mon enfant, il va être en enseignement à distance. Je suis la maîtresse de Casimir. Donc, non, vraiment, je pense que... Alors après, évidemment, il y a des enjeux d'inscription dans les écoles, etc., qu'il ne faudrait surtout pas sous-estimer, mais c'est tout à fait possible de le faire pour une période de base, et ou de se dire que, je sais pas, il y a peut-être des écoles parfois, il y a des écoles qui sont OK pour aménager aussi. Typiquement, on a des écoles qui sont OK pour aménager pour des enfants qui ont des talents particuliers, des sportifs, des musiciens. Et donc, ce sont des élèves qui vont le matin à l'école et puis qui l'après-midi pratiquent leur talent. Et puis, donc pour la partie qu'ils ratent à l'école, ils le font en enseignement à distance. On a des cas comme ça, évidemment, chez Atmer Academy. Ça existe et c'est possible. Bon, après, tout est question de souplesse. Mais moi, je pense que quand on... Enfin, moi, le conseil que je donne en général, et que les équipes en particulier donnent aux familles, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est du bon sens. Si vous pensez et si vous sentez que votre enfant est plus heureux, que votre famille se sent mieux en général avec ce mode d'enseignement, il ne faut vraiment pas hésiter. Et encore une fois, regardez les témoignages sur nos sites. Génial. Merci beaucoup, Marie-Laure Lelourec. On sent que... moi, ce que j'ai vraiment retenu là, c'est la diversité des approches possibles. J'étais partie sur l'idée qu'il fallait tout rattraper pendant l'été. Vous nous aviez bien montré qu'on allait avoir du temps pour ça. On ne dramatise pas. Et en tout cas, il y a toutes sortes de solutions possibles, soit pendant les vacances, soit à la rentrée. Et vous avez des personnes qui font des bilans et qui peuvent réorienter les enfants. Absolument. Je pense qu'un coup de téléphone, je vous assure, la majorité des entretiens pédagogiques durent... au moins 30 minutes et parfois plus, voilà, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et là, les équipes sont vraiment là pour accompagner, donc il ne faut vraiment pas hésiter à appeler, à poser des questions et puis à aviser en fonction de ce qu'on propose. Mais c'est vraiment important. Alors, une question de dernière seconde. Alors, je ne sais pas quel est le nom c'est Élodie, qui a beaucoup de chance parce qu'elle nous rattrape juste avant qu'on clôture. Élodie qui demande si on peut concilier l'école traditionnelle et des solutions chez Atmer ou une de vos autres écoles. Et on a bien entendu que c'est complètement possible. En fait, chaque discipline de chaque classe est disponible en ce qu'on appelle en discipline séparée. C'est-à-dire que si je veux ne faire que du français de 6e, je peux. Si je veux faire des maths en 3e, je peux. Si je veux faire de l'anglais bilingue de 5e, je peux. Du chinois, bien évidemment. Enfin, voilà. Tout est disponible
évidemment, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on propose des scolarités complètes qui couvrent la totalité des disciplines de chacune des classes, eh bien, ça veut dire qu'on peut évidemment les proposer de façon plus individuelle. Et en particulier, alors, je vais prendre l'exemple pour Élodie de ce qu'on appelle notre programme expat sur Atmer Academy. C'est un programme qui a justement été pensé pour ces familles expatriées qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la possibilité de consacrer les 2 ou 3 heures qu'ont les enfants en général dans une école pour faire du français par jour. Et donc ça a été construit de façon à ce que des séances de 30, 45 minutes, 1 heure maximum, 2 fois par semaine, soient suffisantes pour assurer, j'ai envie de dire, les fondamentaux de classe après classe. Donc ça, vous voyez, c'est une 60aine d'heures à l'année. Il me semble qu'une 60aine d'heures à l'année, voilà, pour une famille expatriée, c'est pas totalement impossible. Enfin, voilà, je l'espère. Et en tout cas, ça, c'est tout à fait compatible. Super. En fait, on est passé du confinement, de l'école à la maison, à l'école à la carte. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour nos enfants d'avoir des programmes plus flexibles et adaptés à leurs besoins. Marie-Laure, un grand merci. Merci à bientôt. Amis expats, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, mais aussi sur le site Femmes Expat quand vous voulez. N'hésitez pas à taguer vos amis si vous pensez que cela pourra leur être utile. Ça peut être un beau cadeau dans ces conditions. À très bientôt.